Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La maladie te guérit. Alors je vais rapidement dans cette vidéo expliquer pourquoi la maladie te guérit, mais j'en ferai une vidéo je pense intégrale à ce sujet parce que le but de cette première vidéo c'est surtout de vous expliquer mon parcours, donc mon tableau clinique qui m'a amené à choisir de prendre la voie de thérapeute de santé holistique. Ça aussi je vous expliquerai un petit peu plus, ce qu'il en est. Donc, pourquoi la maladie te guérit? Parce qu'en fin de compte, très brièvement, les symptômes mis en place lorsque l'on est malade ne sont surtout pas à faire taire comme le fait la médecine, mais justement à laisser agir, sauf en cas d'urgence et en cas de symptômes intolérables. Mais ils sont là justement pour nous aider dans les processus d'auto-guérison du corps. Donc j'expliquerai tout au long de cette chaîne pourquoi la maladie te guérit, et je prendrai évidemment chaque maladie spécifique pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau biologique. De plus, je fais aussi une formation de décodage biologique des maladies dans laquelle on voit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On parle du coup d'épigénétique, là il n'y a plus de sujet, il n'y a pas de débat à faire, c'est prouvé scientifiquement que nous avons en nous les mémoires transgénérationnelles dans notre épigénome qui vont nous prédisposer à certaines maladies qui se déclencheront selon les conflits émotionnels non gérés que l'on vivra au cours de sa vie. Ça peut aussi être issu de stress majeur de la petite enfance. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de mon tableau clinique. Pour vous contextualiser un petit peu pourquoi j'en suis arrivée à remettre en question la médecine allopathique et pourquoi j'en suis arrivée à un état de santé vraiment médiocre. Donc j'ai eu la chance d'avoir une naissance physio, sans péridurale, avec une belle grossesse. Ma mère adore la période des grossesses. J'ai eu la chance aussi d'être allaitée, 3 petits mois, c'est déjà ça. Par contre, j'ai pu voir dans mon carnet de santé que dès 1 mois, ma mère introduisait à la fin des tétés du jus de fruits. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qui était appris à l'époque au niveau de la diversification alimentaire d'un enfant, mais bonjour la catastrophe pour mon foie et même peu importe. Quoi qu'il en soit, ce qui a été dramatique dans mon histoire clinique, c'est qu'à partir de 2 mois, j'ai eu ma première antibiothérapie à spectre large pour une simple et banale rhinopharyngite. Ce qui fait que s'en est suivi un enchaînement d'otites, de bronchites asthmatiques, d'otorhinopharyngite et beaucoup d'angines. Donc j'ai eu ma première anesthésie générale pour me faire retirer les végétations à 9 mois. Et en 1 an, à seulement 1 an, j'avais déjà eu plus de 9 antibiothérapies. Je remercie les carnets de santé pour ça. C'est vrai qu'on peut un petit peu remonter son parcours de vie et ça donne beaucoup de réponses. À 2 ans, j'ai subi ma 2e anesthésie générale. Donc je me suis fait poser des aérateurs tympaniques. Pourquoi? Parce que j'avais des otites à répétition. Et comme on le verra dans le décodage biologique des maladies, c'est très drôle, mais je ferai vraiment des vidéos complètes là-dessus. Là, je vais en parler très brièvement. Les otites, c'est hyper symbolique de ce que je vivais par rapport à ma relation entre ma mère et moi et entre mes parents. Donc je ferai tout un sujet là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des otites et ça pourrait vous faire peut-être travailler là-dessus, les parents. Donc malgré la pose d'aérateurs tympaniques qu'on appelle donc des drains, j'ai continué à avoir des otites. Puis aussi des bronchites, des angines et s'est ajouté à cela de l'eczéma. Donc pareil, en décodage biologique des maladies, l'eczéma c'est en lien avec un conflit de séparation. Et effectivement, à 3 ans, mes parents se sont séparés. Donc c'est vraiment à cette période que j'ai commencé l'eczéma dans ma vie. Donc j'étais tellement tout le temps malade que on m'a quand même fait une prise de sang à 3 ans. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il n'y avait rien à signaler. Alors que moi, cette prise de sang, quand je la regarde aujourd'hui, alors merci l'encre d'être toujours là, une prise de sang de 97, je vois que mes globules blancs, donc éosinophiles, qui sont les cellules des réactions allergisantes et parasitaires, étaient à 11,6%. Il faut savoir que la norme
Elle se situe entre 0 et 3%. L'idéal, c'est évidemment d'avoir 0%, aucun éosinophile. Moi, j'étais à 11,6%, sachant que le maximum est à 3% et personne ne sait rien. Personne ne s'est interrogé sur quoi que ce soit parce que mes résultats cutanés d'allergie n'ont rien donné. Il faut savoir qu'il y a des allergies et il y a des intolérances et il y a des allergies retardées. Maintenant, voilà, les allergologues devraient vraiment essayer d'élargir leurs connaissances là-dessus parce qu'il y en a qui sont très au fait, mais il y en a d'autres qui sont complètement à côté de la plaque. À 5 ans, j'ai été déclarée officiellement asthmatique. Pareil, l'asthme, je vous ferai une vidéo pour le décodage biologique de cette maladie. J'ai pu donc être officiellement sous corticoïdes par voie orale, sachant que j'étais déjà sous corticoïdes par voie cutanée par rapport à mon eczéma. Donc on n'a fait que empirer ma situation. J'ai ensuite eu beaucoup de problèmes dans ma vie d'urticaire géant. Jusqu'à l'adolescence, j'avais souvent des urticaires géants, je me rappelle, avec un stylo, on entourait les plaques, on avait peur qu'ils migrent jusqu'au cou, parce que si l'urticaire géant migre jusqu'au cou, il peut y avoir des œdèmes de Quick. Donc je me rappelle, on entourait les plaques, et puis quand la plaque disparaissait, on suivait la migration, et il fallait vraiment que ça aille ailleurs que vers le cou, sinon on finissait à l'hôpital. J'ai eu pas mal d'œdèmes, et c'était d'ailleurs très souvent des œdèmes des pieds. Et je me souviens très bien, ma mère ne s'en souvient pas, mais alors je m'en souviens très bien qu'une fois il avait même fallu couper au ciseau ma sandale parce que mon pied avait tellement gonflé qu'on ne pouvait pas la retirer et qu'on se rendait chez le médecin pour me faire une piqûre de cortisone en urgence. Et qu'en l'attente, le pied continuant tellement de gonfler, il avait vraiment fallu couper cette sandale. J'ai aussi été donc en contact de moisissures. Il faut savoir que les moisissures, qu'elles soient visibles ou non, libèrent des spores dans l'air, invisibles à l'œil nu. Et les moisissures ne sont visibles, par exemple sur les murs, sur les vêtements, que lorsqu'elles forment des colonies. Donc avant, il peut y avoir des moisissures qui sont aussi toxiques, mais dès lors qu'elles ne se sont pas mises en colonie, on ne les voit pas à l'œil nu. Pour autant, elles vont toujours libérer des spores qui, eux, sont invisibles à l'œil nu et viennent dans nos voies respiratoires. Ça peut passer par les oreilles, c'est pas que les voies respiratoires d'ailleurs. Et ça vient nous intoxiquer puisque ça libère des mycotoxines très toxiques. Les moisissures que l'on retrouve de nos jours ne sont pas les moisissures qu'il y avait depuis la nuit des temps, puisqu'évidemment l'espèce humaine a été en contact avec des moisissures tout au long de son évolution, mais celles que l'on retrouve de nos jours dans nos habitats sont bien plus nocives. Et en plus de cela, nous sommes tellement intoxiqués par l'environnement qui n'était pas aussi pollué, qui n'avait pas autant de perturbateurs endocriniens, de polluants, de toutes sortes de choses, qui fait que notre système immunitaire et notre corps ont beaucoup de mal à gérer et donc les moisissures peuvent prendre place à l'intérieur de notre corps et les effets peuvent être visibles même 20 ans plus tard ou très rapidement, mais en tout cas il faut savoir qu'il n'y a pas de contact aux moisissures qui ne fassent pas de séquelles. Les séquelles ne sont pas que des troubles respiratoires, c'est même des troubles de l'équilibre nerveux. Il y a des gens qui ne vont développer aucun trouble respiratoire, aucun symptôme allergique. Par contre, ils auront des gros problèmes psychiatriques. Ça peut être des colères majeures, ça peut être des sautes d'humeur, ça peut être vraiment plein de problèmes de l'équilibre nerveux et on ne pensera jamais aux moisissures. On va lui dire « Oh, cette personne est bipolaire, oh, cette personne est je ne sais quoi », mais en fait non, ça peut être une intoxication moisissure. Je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est très intéressant et important de savoir tout ça. Alors, je reprends chronologiquement. À 8 ans, j'ai eu ma 3e anesthésie générale pour un retrait des amygdales parce que j'avais évidemment encore et toujours des angines à répétition. Donc en 8 ans, grâce à mon carnet de santé, j'ai pu voir, et encore des fois c'est illisible ce que dit le médecin, donc j'ai pas pu compter, je ne sais pas si c'était des antibiothérapies, mais en tout cas j'ai pu compter plus de 20 antibiothérapies en 8 années de vie, ainsi que beaucoup de cortisone. Autant vous dire que le microbiote, donc la flore intestinale, qui est censée se faire dans la petite enfance de la naissance à 3 ans, elle n'a jamais pu se faire correctement, voire elle était complètement délétère parce que on m'a bourré d'antibiotiques, c'est une catastrophe. J'ai pu avoir un calme à l'adolescence où j'ai beaucoup moins pris d'antibiotiques. Alors j'ai quand même par contre eu à cette période quelques problèmes au niveau viral puisque j'avais pas mal d'herpès. Herpès labiaux, herpès à l'intérieur de la muqueuse du nez et j'en ai encore à l'heure actuelle régulièrement malheureusement, il faut que je travaille sur ce virus.
pour essayer de le sortir. J'ai eu aussi une intoxication au fluor, donc ça c'est la génération fluor, où nos parents, vous savez, nous donnaient les petits cachets, j'ai encore le goût en tête. Ils nous donnaient les petits cachets de fluor à prendre, c'était censé nous guérir, enfin pas nous guérir, mais nous prémunir des caries. Mais mon Dieu, l'hérésie totale, le fluor est toxique, on ne prend pas de fluor. Vous allez nous dire oui, les dentifrices au fluor, oui, c'est vrai qu'effectivement, en externe, le fluor est bien, mais il faut savoir que lorsque l'on prend un dentifrice, même si on n'avale pas, on assimile du fluor en voie interne. Donc non, pas de dentifrice au fluor, c'est faux. Travaillez sur vos apports en vitamine D, en vitamine K, que sais-je, on en parlera un autre jour, mais on ne prend pas de fluor. Donc du coup, comment on sait qu'on a une intoxication au fluor dans sa vie? C'est parce que ça fait des taches sur l'émail. Les gens qui ont des taches sur leur émail dentaire, vous pouvez être sûr d'avoir une intoxication au fluor. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, le fluor, c'est la porte ouverte pour le stockage de l'aluminium dans le corps et plus précisément, notamment dans le cerveau. Donc bon, maintenant il y a eu pas mal de recherches sur les problèmes d'aluminium, hein. Bah, déjà ça fait des problèmes avec ça fait partie des métaux lourds qui nous intoxiquent. Il y a aussi des liens fort probables avec le Parkinson, l'Alzheimer, et quoi qu'il en soit, on n'a pas envie d'avoir d'aluminium dans son corps. On en a déjà suffisamment avec certains vaccins et compagnie, donc voilà, non, ne prenez pas de fluor. Et il y a aussi une autre raison, c'est que le fluor, il vient entrer en compétition avec l'iode, ça vient poser des problèmes de thyroïde. Beaucoup de gens sont en hypothyroïdie parce que les effets se font ressentir des années plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ce fameux fluor dans l'enfance. Et il y a aussi bien d'autres facteurs qui donnent de l'hypothyroïdie. Ça aussi, ce sera un sujet complet, c'est très important. J'ai pris pendant 9 ans de ma vie la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, c'est un poison. Je dis pas que je détiens la science infuse. Faites toujours vos recherches, remettez toujours tout en question. Mais moi, mon avis est que la pilule est un poison. Je pourrais faire tout un... Je vais faire que de dire que je pourrais faire tout un sujet, mais j'ai trop de choses à dire, donc bref, peu importe. La pilule, je l'ai prise pendant 9 ans de ma vie, ça m'a tout déréglé, surtout que je l'ai prise dès au 2e mois. En fait, j'ai eu mes règles tardivement. Au 2e mois de mes règles naturelles dans ma vie, à 15 ans. Je ne sais pas quel délire j'ai eu, je pense que j'étais frustrée d'avoir été puberte aussi tard. J'ai pris la pilule, mais je ne sais même pas pourquoi, c'était même pas une période, enfin peu importe. Et donc je n'ai jamais connu de vrai cycle naturel, si bien que lorsque j'ai essayé d'arrêter ma pilule dans ma vie, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pleine d'acné qui réapparaissait, cheveux gras, perte de cheveux, une catastrophe, parce que j'avais jamais laissé mon corps avoir naturellement ses cycles, et surtout je me suis tout déréglé. Donc ça a été très difficile pour moi d'arrêter la pilule parce qu'il a fallu m'assumer avec de l'acné. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout d'acné. Ça va faire très bizarre à mes anciens collègues de boulot parce que ils m'ont connue avec une peau immonde, j'avais honte. Je n'ai plus un seul bouton, j'ai même quasiment réussi à récupérer toutes mes cicatrices et je vous expliquerai comment j'ai réussi à en venir à bout. Donc j'avais aussi des aftes régulièrement, des mycoses vaginales, des ballonnements, des gaz. Non, ça ce n'est pas normal, on nous fait croire que c'est normal, c'est naturel, oui, mais à quelle quantité? Non, ça c'est aussi un enseignement qu'il faut savoir. Et lorsque j'allais voir les médecins, à part me donner des médicaments, on ne m'a jamais demandé qu'est-ce que vous mangez, quel est votre parcours de vie. Voilà, on ne m'a jamais interrogé sur... Enfin, je ne pose pas de questions. Est-ce que vous mangez que de la merde, de la malbouffe? Non, on va juste vous prescrire une petite ordonnance pour calmer le symptôme. On ne cherche pas les causes. Et on croit qu'on éteint la flamme, mais on maintient juste le feu partout dans le corps. Et en plus, comme je suis mince et que j'ai toujours eu la chance de ne pas prendre de poids, je mangeais n'importe comment. Et les médecins surtout me disaient « Madame, vous êtes en parfaite santé puisque regardez, vous avez un corps mince, tout va bien. » Donc ça vraiment c'était hyper frustrant. Il faut savoir aussi que je n'ai jamais été vermifugée dans mon enfance. La première fois que j'ai été vermifugée, c'est après avoir fait mes propres recherches pour mon fils. J'avais 27 ans. Alors, j'ai en plus grandi, il faut le savoir, bon le petit tatouage, sur un voilier grâce à mon père.
pendant un peu plus d'1 an. Donc j'ai une vie dans les milieux tropicaux. Donc là-bas, c'est la porte ouverte aux parasites. C'est sûr, c'est une évidence que lorsque vous allez à l'étranger, vous allez avoir une intoxication aux parasites parce que chaque microbiote, selon le continent, le pays où on habite est différent et adapté. Donc il ne l'est pas pour qu'on soit des super road trippers. Bah non, je suis désolée, malheureusement, l'évolution de nos modes de vie est allée trop vite par rapport à l'évolution de nos corps. Donc oui, il faut se vermifuger. Et même quand on ne voyage pas, on vermifuge. Les enfants, qu'il y ait des animaux de compagnie ou pas, qu'ils jouent dans des bacs à sable ou pas, il faut se vermifuger. Il faut prendre des antiparasitaires. Oui, les parasites peuvent sont bénéfiques pour pas mal de choses. Je l'expliquerai. C'est aussi des moyens pour le corps d'aller, par exemple, ils viennent séquestrer certains métaux lourds, etc. Mais quand ils prennent le dessus et qu'on en a en trop grande quantité, ça a des effets catastrophiques et les parasites ne vont pas se contenter d'être dans les tubes digestifs, ils peuvent migrer partout. Donc j'ai eu ma première vermifugation à 27 ans. Donc voilà, c'est un peu plus compréhensible pourquoi mes éosinophiles étaient à 11,6% entre le fait que j'avais jamais été d'antiparasitaire et que j'avais beaucoup d'allergies qui n'étaient pas mises en évidence, alors que vu mon tableau clinique, on pouvait se douter que j'étais quelqu'un qui était polyallergique. Mais quoi qu'il en soit, en autre symptôme, j'avais beaucoup de démangeaisons. Alors, lorsque je mangeais des choses fermentées, ça peut être de la choucroute, ou alors quand je buvais du kombucha, mais alors ça c'est fatal pour les ballonnements ou pour les démangeaisons, quand je mangeais des oléagineux, tout ça, même le chocolat noir. J'avais la langue fissurée, j'avais une langue un peu blanchâtre et fissurée, donc ça aussi il faudra que je vous explique ce que ça signifie plus tard. J'avais des troubles anxieux, j'avais un équilibre nerveux très instable. Parfois je me demandais même si je devais pas avoir des problèmes psychiatriques, enfin n'importe quoi, parce que j'étais à un tel niveau d'intoxication dans mon corps que tout dysfonctionnait, quoi, et ça atteint forcément le cerveau, puisque de toute façon vous le savez, on le dit vulgairement, l'estomac est notre premier cerveau, c'est même pas le deuxième, c'est le premier. S'ajoute à tout ça que j'ai consommé beaucoup d'alcool et de drogue, j'en suis pas fière, durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et grâce à mes enfants qui ont, voilà, faire des grossesses quand on est intoxiqué comme ça, avoir des enfants quand on est intoxiqué comme ça, autant vous dire que vous allez faire des enfants en piètre santé, peu importe si je les ai allaités le plus longtemps possible, peu importe si je leur ai donné tout le meilleur dans l'hygiène de vie. Ce que je leur ai légué, ce que je leur ai transmis, c'est ma flore de merde, pardon pour ce terme. Et donc ils sont partis avec ce handicap dans la vie. Et c'est vraiment pour eux que je me suis fait un électrochoc et que je me suis battue pour comprendre, pour moi aller mieux, pour qu'eux ils puissent aller mieux. Et donc je suis allée jusqu'en Belgique où j'ai fait des analyses médicales. Je me suis rendu compte que j'étais intolérante à l'histamine, il faudra un sujet là-dessus. J'ai une candidose digestive, donc pourquoi j'avais des mycoses, parce qu'en fait les champignons de la mycose ils sont aussi à l'intérieur, ça s'appelle une candidose, c'est le candida albicans, voilà. Donc j'ai eu aussi, alors j'ai enchaîné 2 grossesses et j'ai allaité pendant plus de 3 ans consécutifs, et j'ai eu, alors que c'est des périodes où on a des besoins nutritionnels décuplés, j'ai eu l'intelligence absurde de vouloir, parce que la cause animale m'est très chère, devenir végétarienne. Donc voilà, pendant quelques mois, j'ai eu la fierté de dire haut et fort que j'étais végétarienne. Je me suis flinguée la santé. J'ai perdu ma masse musculaire, je commençais à perdre mes cheveux, je me suis dénutrie, j'étais toute maigre, je perdais en capacité, enfin c'était une catastrophe. Ouais, au début on se sent mieux au niveau digestif. Bah oui, bien sûr, ça allège, il y a entre guillemets soi-disant moins d'acidité, enfin voilà, mais en fait les bénéfices court terme viennent très très vite s'annuler et ça dérègle tout. Donc à moins d'être vraiment très prudent sur tous les antinutriments inhibiteurs d'enzymes, de tout ce qui est oléagineux, céréales, légumineuses, et aussi de consommer excessivement de bonnes sources d'œufs, de poissons pas trop intoxiqués aux métaux lourds, etc. Il est très compliqué d'être en bonne santé en étant végétarien, et ceux qui pensent être en bonne santé,
essayez juste d'être objectif, de voir un petit peu comment vous étiez avant, comment vous êtes maintenant, de regarder tout au niveau de la digestion, au niveau de la santé des ongles, des cheveux, de tout, au niveau du fait, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un vieillissement cutané qui s'accélère, plus de rides, plus de tout ça. Voilà, bon. Je vous ai résumé un petit peu mon tableau clinique qui fait que j'étais arrivée à un niveau où pour moi le plus problématique c'était même pas tout ce qui est ballonnement, tout ça, c'était quelque chose de très superficiel parce que oui, j'ai toujours été très superficielle. D'ailleurs, j'aimerais aussi rajouter que dans ma vie de jeune adulte, j'ai aussi beaucoup usé, vous savez, des faux ongles là, où on met de la colle et on met du gel et du vernis dégueulasse, plein de produits chimiques. En plus, on ponce parfois les ongles, donc je veux dire, on ouvre la porte pour que tous les produits chimiques aillent dans notre corps et dans notre circulation sanguine. J'ai eu les extensions de cils avec de la colle en contact, des muqueuses, des yeux. Enfin, j'ai été vraiment... je pense que j'ai expérimenté énormément de conneries pour arriver à ce niveau de connaissance au jour d'aujourd'hui et à me mettre dans un état tellement pitoyable que j'ai envie aujourd'hui d'être thérapeute de santé holistique, d'aider les gens à remonter la pente, à retrouver la pleine santé, à retrouver de l'énergie, à retrouver vraiment de la santé optimale. Et ça va être le but de cette chaîne. Et ce qui me gênait le plus, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'était l'acné. Je ne pouvais plus voir ma tronche avec de l'acné. C'était juste inacceptable pour moi. Donc en fait c'est vraiment l'acné et mes enfants pour lesquels je voyais qu'il y avait des soucis qui ont fait que j'ai poussé les portes. Je suis allée voir plein de thérapeutes, je suis allée voir en Belgique, au Luxembourg, je suis allée voir des gens calés, des profs de médecine fonctionnelle, des gens des États-Unis. Voilà, je me suis formée, j'ai demandé de l'aide. Actuellement je suis formée du coup par des médecins, je suis les cours de Dr Sina Gambert qui est prof en médecine fonctionnelle. À la base elle est médecin généraliste. J'ai le Dr Wetchoko qui habite en Belgique, qui m'a appris énormément et qui suit aussi mes enfants. Voilà, je suis dans une école de naturopathie et une bonne école parce qu'il en pullule de partout et que oui, il peut y avoir du charlatanisme comme il peut y avoir des dérives sectaires, mais là je suis sur quelque chose de qualitatif qui sait prendre en compte la science et qui prend en compte aussi la sagesse ancestrale parce que la science a ses limites. Parfois il y a de la corruption aussi dans qui paye les études scientifiques. Il faut quand même avoir vraiment un avis éclairé et de la sagesse. Voilà, donc à terme, j'ai oublié aussi de dire que je suis ingénieure génie biologie et agroalimentaire de formation. J'ai été diplômée en 2016. Et là, j'ai vraiment voulu axer sur le tableau clinique. Je parlerai peut-être un peu plus de mon parcours professionnel et en niveau de mes formations dans un autre j'allais dire podcast, mais vous m'avez comprise. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et voilà, mon but c'est que je puisse aider, partager mes connaissances et que peut-être vous pourriez vous retrouver et que ça vous fasse écho pour travailler ensemble pour une santé optimale et reprendre la main sur sa santé, devenir vraiment acteur et ne pas laisser la médecine allopathique nous bourrer de médicaments, nous faire avoir des effets secondaires, des problèmes à long terme. La médecine allopathique, elle est géniale dans l'urgence. J'en suis complètement d'accord. On ne peut pas faire sans. Je ne dis pas que je suis contre. Je dis juste que quand on a des problèmes de santé chronique ou des petites maladies, des choses, non, il faut essayer de vraiment maîtriser les connaissances pour pouvoir gérer seul. Seul, je ne dis pas sans aucun produit naturel, mais en tout cas, il faut essayer de se guérir sans enrichir Big Pharma qui en plus n'est pas du tout là dans notre intérêt. C'est un autre sujet. Au revoir.